Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de cours, pas de visio, mais une vidéo particulière qui va servir un petit peu d'exemple, qui va vous montrer les directions à suivre, humblement, j'espère être à la hauteur des enjeux. L'idée, c'est qu'on a un dernier objet d'étude, la science-fiction, l'homme augmenté, etc., des questionnements comme ça que nous n'avons pas vus. Je vais profiter de cette défaillance dans ma progression annuelle et du fait que je n'ai pas réussi à la couvrir dans le temps pour nourrir un grand oral. Voilà, un grand oral qui couvrira les thèmes que nous aurions dû aborder en science-fiction. Je reprends, j'ai dû couper au montage. Donc l'idée, c'est voilà, une problématique qui aurait dû être la nôtre pendant le cours et que je vais couvrir en essayant de vous montrer une espèce d'exemple de ce que peut être la première partie du grand oral qui devrait vous inspirer sur la construction de votre propre réponse à votre problématique et éventuellement des attitudes que vous pouvez avoir à l'oral, j'aimerais vous vendre le côté spontané. Voilà. Donc je vous montre au préalable un petit peu ce qui pourrait être votre brouillon après des recherches. Donc j'ai ici une introduction à mon thème. Avec en bas, vous voyez un plan, c'est la première chose. J'ai ici une citation. J'ai derrière mon plan détaillé avec des arguments et des exemples. Et puis j'ai au final, sur une troisième feuille, ma conclusion. L'idée, ça serait en fait ici ça, c'est ce que vous avez fait pendant votre temps de préparation. Vous avez réinvesti tout ce que vous avez pu préparer en classe avec moi, avec mes collègues dans les autres spécialités, et vous réinvestissez tout ça sur vos feuilles de brouillon de préparation. Vous n'aurez pas vos feuilles de brouillon, vous le savez, normalement pour l'oral, donc avec les aménagements c'est différent. On en reparlera. L'idée c'est surtout, voilà, j'ai posé des choses, je dois faire place à la spontanéité. C'est un oral, c'est pas une lecture d'écrit. Donc il faut que dans votre attitude, vous soyez en train de montrer que vous êtes apte à une communication à l'oral avec les gens qui sont devant vous. Vous n'êtes pas en train de me lire un livre froidement, vous êtes en train de m'expliquer quelque chose à moi, être humain, qui suis jury, et qui veut voir si ce que vous dites c'est intéressant, si vous êtes emparé de la question de manière approfondie, et si vous arrivez à le réexpliquer à quelqu'un. Voilà. Je passe hors champ pour faire comme si j'étais un petit élève. Bonjour. Imaginez, on est en 2091. Vous n'êtes plus là, vous, jury. 2 androïdes, des ersatz, des professeurs compétents que vous êtes, sont là pour me faire passer mon grand oral. Non. Ils sont là pour faire passer mon grand oral à mon hologramme. J'ai préenregistré mon grand oral et je vous l'ai envoyé pendant que moi je vais trimer à l'usine pour payer mes études, puisque dans le futur, plus personne ne travaille, plus les parents n'ont plus les moyens, etc. etc. Bon. On arrête là. C'est de la science-fiction. Est-ce que c'est si éloigné de nous? Non. Les hologrammes, ils existent. Les androïdes, ils existent. Un grand oral sous cette forme, ça n'existe pas. C'est de la fiction. Et on voit que la science, ce qui existe, ce qui a été créé par des chercheurs, des ingénieurs, et la fiction se rejoignent. Et c'est intéressant. Isaac Asimov, un grand écrivain de science-fiction des années 50, nous a dit on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses au progrès de la science et de la technologie. Alors pourquoi ce lien? Pourquoi et comment ce lien entre science-fiction? Pourquoi ces allers-retours incessants entre la science et la science-fiction? C'est la problématique à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour ça, je vais développer 3 axes. D'abord, il faut dimensionner toute la capacité d'anticipation de la fiction. Voilà, la fiction, ce qui n'existe pas, est capable d'envisager les choses mieux que
que d'autres supports. Ensuite, la science-fiction et la science ont des points communs vis-à-vis du grand public. Et enfin, au-delà des points communs, il y a des aspects complémentaires. L'une et l'autre vont venir. L'une est un petit peu le yin de l'autre qui serait le yang. On va avoir une complémentarité. Alors, on va d'abord s'intéresser sur la capacité d'anticipation de la fiction. André Moreau, un physicien contemporain, disait que les scientifiques se servent souvent de la fiction pour inspirer leurs recherches. Et effectivement, les écrivains de science-fiction ont montré à moult reprises qu'ils étaient capables d'anticiper des choses qui, le futur le prouvera, vont être inventées. Si on regarde par exemple du côté d'Isaac Asimov que je citais en introduction, en 1953, Isaac Asimov envisageait des voitures qui se conduisent elles-mêmes. Bon. Les recherches actuelles de Google, de Tesla, etc., nous montrent que ces voitures qui se conduisent toutes seules, qui sont autonomes, sont en passe d'être créées. C'est pas encore parfait, mais voilà, on a des voitures qui sont capables de faire plusieurs dizaines de kilomètres avec des passagers qui sont à l'arrière. Donc ici, la science-fiction a envisagé quelque chose que la science est en train de créer 70 ans après. Voilà. Ensuite, vous avez des points communs entre la science et la science-fiction. Alors d'abord, la science, dans l'étape 1, dans la recherche, dans le point de départ, va souvent être l'alpha de la science-fiction. On a par exemple de récentes avancées technologiques, voilà, la création du smartphone, et tout ce qu'on peut envisager à l'avenir sur le smartphone, sur la personnalisation des données, des contenus, etc., ça inspire. Ça inspire tellement qu'on a pu voir une série comme Black Mirror, qui extrapole, qui exagère un petit peu cette personnalisation des données, cette place de la technologie dans nos vies, avec des choses extrêmement effrayantes à des moments. Donc on a la science qui, ici, va nourrir la science-fiction. De la même manière, la science étant un outil pour essayer de comprendre le monde, mais limité aux lois naturelles, la science-fiction va prendre sa suite lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on a un questionnement. La science-fiction, elle, n'est pas limitée par les lois naturelles, et va être une forme d'exutoire à la science, et va donc extrapoler. On ne peut pas le faire, on le fait quand même. Pierre Boulle envisageait les voyages dans l'espace. On sait qu'on ne peut pas dépasser une certaine vitesse, ça serait dangereux pour le corps humain pour l'instant. Pierre Boulle envisage les voyages à la vitesse de la lumière, moins epsilon, nous dit-il au début le narrateur nous dit ça au début de La planète des singes. Si on allait à la vitesse de la lumière, ça serait la désintégration totale, on ne serait plus qu'énergie. Donc il envisage, il casse les limites de la science pour partir dans la science-fiction, et ce grand récit qui est La planète des singes, moult fois adapté au cinéma. Enfin, il y a un contact et un complément qui se fait entre la science et la science-fiction. Et c'est pour ça qu'elles se nourrissent l'une l'autre. Ce contact, il se ferait auprès du grand public par l'émotion, l'émotionnel, la découverte, la création de choses qui nous prennent aux tripes. Quand on lit Souvenirs à vendre de Philippe Cadic, sorti en 1966, où on a Quaid qui rêve d'aller sur Mars, donc ça a inspiré le film de Paul Verhoeven, Total Recall, avec Schwarzenegger. L'idée d'aller s'installer sur une planète extraterrestre fait naître une émotion certaine dans le cœur du lecteur. Émotion dont s'empare la science actuellement, à travers par exemple une personnalité comme Elon Musk, discutable à plein de sujets, mais qui envisage le tourisme spatial et qui envisage de nous envoyer sur Mars, nous, êtres humains.
Voilà. Donc le côté émotionnel de la littérature est rejoint ici par le côté scientifique qui va rendre possible le rêve d'aller sur Mars. Cette connivence émotionnelle, elle crée des allers-retours, là aussi, importants. C'est donc dans les limbes mystérieuses et inconnues du futur que va se trouver le point d'ancrage commun de la science et de la science-fiction. L'inconnu est au centre de la recherche scientifique. On cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à expliquer, mais l'inconnu est l'alpha de la science-fiction. Le vaisseau qui démarre pour aller explorer un territoire inconnu. Donc il y a ce point d'ancrage qui est l'inconnu. Avec des découvertes technologiques et une science technologique et d'ingénierie qui prend de plus en plus de place dans notre société, ce lien va certainement se renforcer et on peut s'attendre à avoir de belles pages d'écriture dans les années qui viennent. Attention toutefois à ne pas tomber dans les dystopies promises par de nombreux auteurs depuis des années. Merci. Alors, petit bilan de mon intervention, ce n'est pas parfait, loin de là, l'idée c'est juste de vous proposer un modèle. J'ai essayé d'être vivant, j'ai essayé d'avoir un vocabulaire tantôt soutenu, tantôt un peu plus spontané, pour essayer de montrer qu'on n'est pas non plus une machine, je rejoins le thème que j'explorais. Des choses qui ne vont pas, j'ai des tics de langage, je parle beaucoup avec les mains, vous me connaissez depuis le temps. Je suis beaucoup trop bavard, il faut être certainement un peu plus synthétique que je l'ai été, parce que j'ai je pense, explosé le temps de passage. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à reprendre la structure, hein, introduction, problématique, plan, j'argumente, je mets des exemples, j'essaie de rendre ça vivant, et j'ai placé 1 ou 2 citations, j'ai essayé d'approfondir la réflexion autant qu'on peut le faire dans un temps comme ça. J'ai essayé, je vous l'ai souvent dit, d'avoir quand même un peu de fond derrière la forme. J'ai pas choisi exprès la forme du discours, j'ai pas fait un discours dans la règle de l'art, mais j'ai essayé de reprendre un certain nombre de choses. Ça manque un peu d'humour aussi, mais je suis pas quelqu'un de drôle, vous le savez.